Au menu de Télécorrex aujourd'hui, encore un sujet appétissant, puisqu'il sera question de légumes. VegPro est le plus important producteur de légumes frais au Canada, notamment des laitues. Également bien implanté aux États-Unis. Mais ce n'est pas évident, la concurrence est rude. Pensons simplement à la Californie et à ses productions intensives. Comment réussir sa percée sur le marché américain? C'est une question de stratégie que va nous détailler dans un instant le président directeur général de VegPro, Jerry Van Winden. Bonjour, M. Van Winden. Bonjour, M. Vézina. Merci d'être venu à ce segment de Télécorrex. Et on va parler laitue. C'est un sujet que j'affectionne particulièrement, d'autant plus que vous êtes dans le contexte parmi les plus gros producteurs, sinon les plus importants producteurs de légumes frais au Canada, si je comprends bien. C'est exact, particulièrement dans les laitues. Dans les laitues, hein. Réussir ici, c'est une chose. Réussir aux États-Unis, c'en est une autre. Parce qu'il y a quand même quelques gros producteurs aux États-Unis. En Californie, ce n'est pas nécessairement des nains, des pee-wee. Comment vous avez réussi à percer aux États-Unis avec vos produits d'ici? Mes compétiteurs sont en général, la plupart d'entre eux, c'est des multinationales. Les multinationales, c'est peut-être pas les compagnies qui sont toujours les plus innovantes. Fait que c'est en innovant, en emballant d'une façon différente, en présentant le produit d'une façon différente. C'est ça qui nous a permis de nous démarquer dans le marché. Et donnez-moi un exemple de ce que c'est de se démarquer par l'emballage, la présentation. On a commencé à emballer dans l'expression clamshell ou dans les contenants de plastique. Et puis la présentation du produit faite de cette façon, améliorer la qualité du produit dans un premier temps, mais aussi améliorer l'aspect visuel. Donc, il y avait un gros impact au niveau de l'achat dans les chaînes de détaillants. C'est-à-dire, ça devait attirer les clients, les consommateurs devaient être séduits par les... Exact. La première endroit où on a commencé, c'était chez A&P en Ontario. Ah bon? Et puis, avant qu'il soit acheté par Metro. Et puis, on avait multiplié, dans ces types de produits-là, qui étaient emballés en sac auparavant, on avait multiplié les ventes par 10 en l'espace de 4 mois. Donc, c'est un succès au-delà de nos espérances. Là, jamais on n'aurait pu croire que la réaction du consommateur allait été aussi positive. Puis par la suite, ça a continué. Metro a acheté A&P, évidemment, a eu connaissance de ces chiffres-là. Fait qu'on a débuté les mêmes produits pour Metro, puis ainsi de suite. Après ça, ça s'est enchaîné dans les autres chaînes. Et toujours à partir de vos installations ici au Québec, dans la région de Sherrington. Exact. Puis il faut dire qu'à ce moment-là, mes compétiteurs avaient des lignes surtout pour faire des salades emballées dans des sacs. Puis des gros plans d'emballage, ils venaient juste d'automatiser leur production, l'automatisation. Et puis, c'était pas possible pour eux autres de changer rapidement. Puis ça nécessitait des investissements considérables. Fait que c'est... La première réaction, c'est s'asseoir puis regarde qu'est-ce qui va se passer puis quelle va être la réaction des consommateurs en général puis des clients. Alors, parlons maintenant, parce que d'entrée de jeu, je disais, on va parler de la stratégie d'implantation sur le marché américain, et notamment dans le nord-est. Là, vous avez débordé les frontières. Et c'est ça, là, quand je dis qu'il y a de la concurrence, il y en a d'autres producteurs au sud. Mais on a la même... En fait, on a la même concurrence dans le marché canadien. L'avantage qu'on a, c'est qu'on est local dans le marché canadien. Donc, ça demeure toujours un avantage de vendre à l'intérieur de ces frontières. Puis, on a utilisé nécessairement les mêmes techniques. En fait, on a vendu à nos clients américains les concepts qu'on avait ici, les chiffres qu'on pouvait avoir dans la catégorie, c'est les ventes qu'on avait, c'est qu'est-ce qu'on leur a enseigné. Et puis, certains d'eux ont embarqué dans le bateau. Puis, une des principales raisons, une des premières chaînes qu'on a commencé, c'est dans le sud, parce qu'on produisait déjà en Floride. En Floride, c'est ça également. Et on emballait aussi en Floride. Puis, on s'est présenté notre produit à Publix. Puis, une des raisons principales pourquoi que la chaîne Publix a accepté de s'approvisionner de nous, c'est qu'on était un produit local en Floride.
en saison, parce que l'hiver, on produit à la Floride, donc c'est un produit local. Puis Publix, à ce moment-là, cherchait des produits locaux à vendre dans son rayon de fruits et légumes frais. Oui, bien, c'est la tendance. Donc, dans la Floride, vous savez, la Floride, dans le nord-est des États-Unis, ça doit venir de vos plantations de production québécoise. Exact. Est-ce qu'il y a des variations régionales d'un État à l'autre? Prenons la Nouvelle-Angleterre. Nous, on voit ça comme un bloc. Là. Mais est-ce que c'est identique comme réaction? Bien, il y a des types de mélanges qui vont se vendre mieux dans une région. Par exemple, pour en nommer un, la Regula. La Regula, elle était une salade qui était appréciée principalement d'origine italienne. Fait que partout où il y avait une communauté italienne, évidemment, elle était appréciée. Mais où il y avait une plus grande présence d'immigrants européens, c'était facile à percer les marchés. Quand on était dans l'extrême sud, c'était moins vrai. Mais avec le temps, aujourd'hui, je pourrais dire que nos chiffres dans le sud se ressemblent, sans doute à cause qu'il y a quand même beaucoup de gens en voyage. La Floride est quand même... par certains temps de l'année, il y a beaucoup de gens du Nord qui vivent en Floride, fait que souvent les mêmes mélanges vont se vendre. Et dans le domaine alimentaire ou agroalimentaire, il y a quand même des normes, il y a des directives, il y a la Food and Drug Administration qui intervient, tout ça. Et je sais que tout ça évolue dans le temps. Est-ce que c'est facile de s'y conformer? Quand vous commencez le premier matin, c'est assez complexe. Ah, oui. C'est quelque chose qu'on a vécu au fil des années. Il y a beaucoup de changements qui ont été apportés dans les 10-12 dernières années. Puis, je dirais, les premières implications de la Food and Drug dans notre secteur d'activité a été après 2001, où on a voulu, ça a été le bioterrorisme, en fait, puis la Food and Drug a voulu un peu contrôler tous les produits qui étaient importés aux États-Unis, puis en contrôler l'origine, donc savoir à la limite de quelle ferme provenait le produit, puis sur quelle terre qui avait été cultivé. Dans un cas de contamination, on voulait être capable de faire la traçabilité. Puis à ce moment-là, c'est pas tout le monde qui avait un système qui permettait de faire la traçabilité. Vous le pouviez? On le pouvait. Nous, à ce moment-là, on était capable de faire la traçabilité de nos produits. Ça veut dire que quand on arrive dans ces marchés-là, qui sont plus on s'éloigne, là, il faut se plier aux exigences nationales, locales. On n'a comme pas le choix. C'est pas le choix. Puis évidemment, souvent, les premiers cobayes à ces changements réglementaires-là, bien, c'est ceux qui sont à l'étranger. Hein? Les gens comme nous qui exportent aux États-Unis, en général, l'application de ces lois-là est relativement ferme. Quand c'est de la production locale, on peut tolérer un certain moment pour qu'il y ait les changements, puis pour que les gens puissent... que la loi soit mise en force, mais aux frontières, d'habitude, ça ne prend pas de temps. Mais ce que vous êtes en train de démontrer, c'est que même s'il peut y avoir de la concurrence évidente, on parle de production de légumes, d'être ici, où on n'est pas toujours favorisé au niveau du climat, si on s'y prend bien, si on est innovant, si on suit les lignes établies, on peut commencer à aborder des marchés qui, par moments, sont tout près de chez nous, en Nouvelle-Angleterre. Ça se fait, ça. On ne part pas perdant au départ. Non, pas nécessairement. Puis évidemment, bon, ça dépend de quel produit on parle. Donc, il faut qu'on ait un avantage concurrentiel. Donc, il faut être capable de trouver un avantage concurrentiel. Dans notre cas, notre principal avantage concurrentiel est des barquettes de laitue dans un camion, c'est de l'air qu'on transporte. Il en rentre environ 7500 livres de produits. Alors, il est beaucoup plus coûteux de transporter un produit fini qu'un produit brut. On met 3 camions. Un camion de produits bruts va générer 3 camions de produits finis. Fait qu'il y a une économie au niveau transport d'être près de son marché. Ça a été notre première façon. On était compétitifs, dans le fond, pour pénétrer les marchés. C'est notre premier avantage concurrentiel. Le deuxième qui s'est développé avec le temps, c'est qu'on est à proximité des détaillants. Notre stratégie a toujours été de se maintenir sur la côte Est parce que notre compétition vient de la côte Ouest. Fait qu'on était capable de livrer la majorité de nos clients, la totalité de nos clients, on livre en 24 heures. Donc, une commande qui est modifiée ce matin, normalement, demain, dans la journée, elle est livrée. Ce qui permettait aux détaillants c'était beaucoup plus facile de prévoir ses ventes parce que tu es à 24 heures d'avis que s'il faut que vous faisiez une planification 5 jours à l'avance. Fait que là, c'est pas toujours évident, puis on peut se tromper. Puis
souvent c'est l'impact, le climat ou différentes choses vont influencer la consommation puis les ventes au détail. Fait que ça permet aux détaillants de s'ajuster et d'avoir une logistique qui est beaucoup plus simple, puis donc de ne pas manquer de produits en tablette, mais pas de n'avoir trop non plus, d'être capable de s'ajuster exactement. Ce qui a permis par ricochet de réduire les non-vendus au niveau du détail, parce que c'est le détaillant qui absorbe la perte. Donc, si on diminue ses pertes, bien, automatiquement, son revenu augmente. Et puis, donc, c'est un avantage. Puis aujourd'hui, je dirais que c'est le principal avantage. Évidemment, il faut être concurrentiel, mais c'est un avantage qui équivaut à grands aspects financiers. Là, ça. Autrement dit, vous faites de l'innovation, vous êtes près de vos clients, vous êtes en mesure de répondre rapidement, puis je présume que vos laitues sont bonnes. Exact. Puis il faut qu'ils soient fraîches et bonnes. Parce que ça, en dernier, c'est le consommateur qui décide. Hein? Puis s'ils n'ont pas de la fraîche, bien, évidemment qu'ils ne seront pas achetés puis qu'ils vont rester sur la tablette. Bien, Jerry Van Winden, président, directeur général de VegPro International, merci beaucoup pour nous avoir mis l'eau à la bouche. Bien, je vous remercie, moi aussi. Merci.